La semaine dernière, un trader a ouvert une position de 1,2 milliard de dollars à l'achat sur le Bitcoin et s'est fait littéralement chasser par le reste du marché, passant à quelques dollars seulement de se faire liquider. Si tu veux comprendre pourquoi et comment, tu es bien tombé car je vais tout expliquer dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le mardi 27 mai 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Et j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Et on commence tout de suite avec une vue d'ensemble du marché qui est plutôt rouge aujourd'hui. Normal, on a un petit peu corrigé. Comme prévu, je vais vous montrer tout ça tout à l'heure en analyse technique. Depuis plus d'un mois, on monte en ligne droite. Il était donc normal qu'on respire un petit peu. Alors cela dit, rien d'alarmant, hein. Vous voyez les pourcentages, moins 4%, moins 5%, moins 6%, bon... Rien de dramatique. Dans l'indice de la peur et de la cupidité, on est encore à 68, toujours dans la cupidité, pile entre la cupidité et l'extrême cupidité. On est en train d'osciller depuis que le Bitcoin a dépassé son ATH, quoi. On n'est même pas rentré dans l'extrême cupidité quand il a touché les 112 000 $. C'est pour vous dire l'engouement du marché. Là, j'ai l'impression que le prix du Bitcoin est entièrement drivé par les ETF, quoi. La semaine dernière, il y a eu un achat massif des ETF Bitcoin. Je vais vous montrer ça plus tard dans la vidéo, vous allez halluciner. Et alors, première news, vous savez, Trump a organisé un dîner pour récompenser ceux qui ont acheté son token Trump. D'ailleurs, à l'annonce de ce dîner, le token avait carrément été multiplié par 2 et beaucoup de gens l'ont accusé de manipuler le prix, évidemment. Et donc du coup, on a un de ces détenteurs du même coin qui a été invité parce qu'il avait acheté pour environ 300 000 $ de tokens. Alors, il faut savoir que parmi les 200 invités, au minimum, celui qui en avait acheté le moins, il en avait acheté pour l'équivalent de 50 000 $ quand même, hein. Et donc celui qui a posté là, lui il a dépensé 300 000 $ dans le token Trump. Et donc évidemment il y était à ce dîner et il a qualifié la nourriture de dégueulasse et le discours de foutaise, affirmant que même McDonald's aurait été meilleur. Bon, en même temps il s'attendait à quoi, hein? Et là on a quoi? Un petit coulant au chocolat et ouais, une petite pièce de viande. Bon, effectivement c'est pas fameux pour 300 000 $. Mais bon, en même temps, il a pas investi 300 000 $ pour assister à ce dîner. Il a investi ce montant là parce qu'il croyait dans le token. Comme quoi, il y a vraiment une armée de believers aux États-Unis, hein. Ils suivent leur président coûte que coûte, hein. Et ben là, en l'occurrence, ça lui a coûté 300 000 $. Alors, il y a 15 heures, il y avait une news plutôt bullish qui nous disait que la société de médias de Trump est en train de réunir des fonds donc pour l'équivalent de 3 milliards pour acheter du Bitcoin et des cryptos. Ce qui marquait là la plus grande initiative soutenue politiquement à ce jour pour faire des États-Unis la capitale mondiale des cryptos. Malheureusement, ce matin, Trump Media Group a démenti l'article du Financial Times et a qualifié ses auteurs de stupides et ses sources de encore plus stupides. Bon, moi ça m'étonnerait pas que ce soit vrai, hein, qu'ils aient plutôt envie de le cacher. Que le Financial Times, bon, c'est pas un petit canard, quoi. Enfin, à suivre. Et alors ensuite, vous savez, mercredi dernier, on a Cetus Protocol, qui est une plateforme d'exchange décentralisée, et donc un fournisseur de liquidités majeur sur la blockchain SUI, qui s'est fait hacker, et qui a fait plonger le token par la même occasion. Regardez, depuis vendredi, le token a perdu quasiment 20%. Alors depuis, évidemment, SUI engage 10 millions de $ pour des initiatives de sécurité, et les fonds seront alloués à des audits, des programmes de chasse aux bugs, et à la vérification formelle pour renforcer l'écosystème après l'exploitation récente d'une DApp. C'est grâce à une DApp justement qu'ils ont réussi à exploiter le protocole. Alors exploiter, c'est un peu la traduction littérale de exploit en anglais. En fait, il y a plus une notion de hacker. C'est grâce donc à cette application décentralisée qu'ils ont réussi à hacker le protocole. Donc ils mettent tout en œuvre pour que ça n'arrive plus. Malheureusement, le token a quand même perdu 20%. Et alors, news suivante, on avait James Wynn qui publiquement, la semaine dernière, avait ouvert une position de 1,26 milliard de $ en long sur le BTC en levier 40. Son prix d'entrée moyen était à 108 916 $. Au moment du screenshot, le prix était à 109 280 $. Sa liquidation était à 105 179 $. Et donc, il affichait un profit latent de 4 millions de dollars. 4,2 même. Mais le Bitcoin est monté jusqu'à 112 000 $. Donc, son profit latent est monté jusqu'à 87 millions. Alors que lui, à la base, il avait posé entre 3 et 4 millions sur la table. Vous imaginez 87 millions? Finalement, donc c'était au pic ici, il n'a pas clôturé sa position. Et il a attendu de redescendre à 25 millions de $ de profit pour couper. 25 millions, c'est quand même déjà énorme, hein, attention. Et vous imaginez s'il avait clôturé au top là, à 87 millions de $? Mais c'est pas grave, il dit, écoutez, j'ai décidé de quitter le casino avec mes 25 millions de profit. C'était fun, maintenant il est temps pour moi de me retirer en gagnant. Et il termine par Win 1, Haters 0. Win, c'est son nom. Du coup, il y a un petit jeu de mots. Et il parle des haters parce que justement, le fait d'annoncer publiquement ses positions, c'était un petit peu provocateur. Bon, de toute façon, c'est sur Hyperliquid, donc on peut tout voir. Mais même si on peut voir les adresses et les différents trades de chacun, on voit que des adresses. On ne sait pas à qui sont associées ces adresses. Et lui, en dévoilant publiquement son adresse, sur Twitter en l'occurrence, enfin sur X,
il a déclenché une espèce de tornade de haine contre lui. Parce que non seulement il prend des positions qui sont très élevées, que peu de gens peuvent prendre, et qu'en plus, au lieu de faire ça discrètement, il fait ça devant tout le monde. Donc du coup, il s'est attiré des haters. Et alors quand il dit que c'est bon, il quitte le casino, pas vraiment. Puisque dès le lendemain, ça c'était avant-hier, et il dit que le Bitcoin est sur le point d'exploser. Et dans la foulée, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre de nouveau une position longue en levé 40 sur le Bitcoin. Alors cette fois-ci, il n'est pas à 1,2 milliard, il est à 75 millions. Sa position à 1,2 milliard, en réalité, déjà il faut diviser par le levier, donc une position à 1,2 milliard en levé 40, ça fait 30 millions sur la table. Mais en réalité, il n'a pas réellement posé 30 millions sur la table. Au départ, il l'a écrit, il a posé qu'entre 3 et 4 millions. Et au fur et à mesure que le trade se passait bien dans son sens, il retirait des fonds pour reparier avec du levier 40 dessus. C'est ce qu'on appelle build une position. Donc au fur et à mesure, sa position a augmenté au fur et à mesure que le prix augmentait. Et donc avant-hier, il ouvre de nouveau une position sur le Bitcoin, sur le PP également, à la hausse. Qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'il s'est attiré des haters sur son précédent trade, il s'est fait chasser. Vous voyez, il y a même un mec qui est venu relever cela. D'abord, il monte sa position. Donc on voit qu'il a une position de 790 millions de dollars cette fois-ci. Vous voyez, entre-temps, il avait build, il était parti de 4 millions. Il était parti d'une position de 75 millions. Là, il est carrément à 790 millions, donc quasiment 1 milliard. Donc il a rajouté du collatéral. Non seulement il a continué d'acheter sur la descente, mais attention, son prix de liquidation également était cette fois-ci à 107 560. Regardez ce qui s'est passé dans la nuit. Le prix est descendu à 107 521. Vous voyez? Alors que son prix de liquidation, c'était 107 560. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se dire? Il s'est fait liquider. Mais non. Dès le lendemain, qu'est-ce qu'ils postent? Ils ont vidé leur chargeur sur moi. Ils ont tout donné. Maintenant, ils n'ont plus de munitions. Ils ont échoué. Ils ne peuvent plus surpasser la pression d'achat monumentale qui se produit sur Bitcoin en ce moment. Win 1, market makers 0. Et pourquoi? Parce qu'il a rajouté du collatéral. Et donc, du coup, il a réussi à baisser son prix de liquidation à 107 328. Donc, la mèche est venue le chercher et finalement, on est reparti à la hausse. Alors, il précise market makers parce qu'évidemment, il n'y a que les market makers qui ont la puissance de frappe pour réussir à faire chuter le prix comme ça. Pas des petits particuliers qui vont réussir à se mutualiser pour réussir à faire bouger le prix du Bitcoin. Non. Là, c'est des gros market makers qui ont été cherchés à le faire liquider et qui ont échoué. Par contre, il a eu chaud. Alors, je sais pas si sa position est encore ouverte, mais là, le prix du Bitcoin est à 109 155 $. Lui, son prix d'entrée, c'est 109 300. Donc, il est toujours dans le rouge. Enfin, à suivre. Puisse-t-il avoir encore raison? Tout le monde lui donnait tort. Tout le monde le traitait de fou quand il a ouvert son premier long la semaine dernière, alors que le Bitcoin était justement déjà à son ATH. Normalement, en tant que bon trader, on va plutôt short un top plutôt que de le long. On va plutôt parier à la baisse quand on arrive en haut de range plutôt que de parier à la hausse. Et non, lui avait parié sur une continuation de la hausse, donc un dépassement de l'ATH, et c'est exactement ce qu'on avait fait. Puisse-t-il avoir encore raison? Ça veut dire que, effectivement, selon lui, on claimerait de nouveau un nouvel ATH prochainement. Et alors, la news suivante, je sais pas si vous connaissez Polymarket, c'est un site de paris en ligne, un des plus populaires au monde d'ailleurs. On peut parier de l'argent sur des probabilités. Et donc là, la question c'est, quel prix va atteindre le Bitcoin en 2025? 42% qui pensent qu'il va atteindre 150 000, 20% c'est pas mal quand même, qui pensent qu'il va atteindre 200 000, 11% 250 000, et carrément 3% des personnes qui pensent qu'il va atteindre 1 million. Ils sont quand même un petit peu optimistes. Alors, news suivante, et ça c'est plutôt bullish, c'est un petit graphe concernant les liquidations. Alors c'est un petit peu flou, mais globalement ce que ça dit, c'est que 115 000 $, il y a l'équivalent de 8,5 millions de dollars en Bitcoin qui vont se faire liquider. Ce sont des gens qui ont ouvert des positions short, donc des positions à la baisse, à la vente. Si le Bitcoin touche les 115 000 $, ils sont liquidés. C'est plutôt bon signe parce qu'on va aller les chercher. News suivante, on a encore Strategy B qui continue d'acheter du Bitcoin, 4 000 de plus pour l'équivalent de 427 millions à un prix moyen de 106 000 $ par Bitcoin. Donc quand les gens me posent la question, est-ce qu'il est trop tard pour acheter le Bitcoin? Je leur donne la même réponse que Michael Saylor, le PDG de Strategy B. Il n'est jamais trop tard pour acheter du Bitcoin. À long terme, le Bitcoin est fondamentalement haussier. Et donc Strategy B détient aujourd'hui 580 millions de Bitcoin pour l'équivalent de 40 milliards de dollars. Impressionnant. Et alors, pas d'inflow et outflow sur les ETF sur la journée d'hier. Parce qu'hier, c'était férié, c'était le Memorial Day aux États-Unis. Du coup, pas d'inflow. Par contre, vendredi dernier, les ETF Bitcoin ont enregistré une entrée nette massive de 7 869 Bitcoin, soit l'équivalent de 865 millions de dollars. Ce qui en fait donc l'une des plus importantes augmentations quotidiennes de l'année et la plus significative depuis le 29 avril. La moyenne mobile sur 7 jours est en hausse, indiquant une accumulation institutionnelle constante et une demande renouvelée de la part des grands acteurs. Alors du coup, je sais pas si vous imaginez, mais sur la semaine dernière, on a 2750 millions, donc
2,7 milliards qui sont rentrés sur les ETF Bitcoin. C'est énorme pour une semaine. Ça fait que du coup, les ETF spot ont rentré 25 500 Bitcoin sur la semaine, alors que seulement 3 150 ont été minés. Vous imaginez l'écart entre l'offre et la demande? Enfin, plutôt entre la création et la demande. Il y a beaucoup plus de Bitcoin qui sont demandés que de Bitcoin qui sont créés. Donc forcément, le prix monte. Et c'était tout pour les news. On passe tout de suite au calendrier économique. Aujourd'hui, pas grand-chose encore une fois. On aura juste la confiance des consommateurs à 16 h. Autant vous dire que pas du tout un indicateur qui fait bouger le marché. Si vous tradez, vous pourrez trader tranquille. Le marché va pas bouger à cause de cette annonce. Et alors, on passe tout de suite sur la liquidation heatmap. Et on voit que, vous voyez, on est venu racler pas mal de liquidités. Et que juste au-dessus de la TH, évidemment, on est en train d'accumuler énormément de liquidités. Donc des liquidations, par extension des liquidités. Toute cette zone bien jaune, bien juteuse, là, ce sont des personnes qui ont parié à la baisse et qui, si le prix remonte dans cette zone-là, vont se faire liquider. Là, j'affiche un mois et déjà, vous voyez, il y a beaucoup plus de personnes en short qu'il y en a en long juste ici, là, sur les 92 000. C'est plutôt bon signe. Surtout qu'on n'est pas très loin, là. On est sur les 109 000 $, 112, 113, 114, 115, là, il y a de quoi manger, hein. Mais alors, si vous faites partie de ceux qui se demandent s'il est encore temps d'acheter du Bitcoin ou de la crypto-monnaie de manière générale, non seulement je parle psychologie sur ma précédente vidéo, mais en plus, ça y est, je l'ai enfin terminé, je vous l'ai annoncé depuis quelques temps maintenant, mais elle m'a vraiment pris beaucoup de temps de montage, parce que j'y connais rien, moi, en montage. Et du coup, forcément, il a fallu que j'apprenne. J'ai terminé ma grosse vidéo sur comment et pourquoi investir dans les crypto-monnaies en 2025. La vidéo est prête, elle est juste ici, elle sortira jeudi dans l'après-midi. Mettez-vous une petite alerte, elle vaut le détour. J'ai oublié d'en parler sur les deux précédentes vidéos, mais pour les nouveaux arrivants et pour ceux qui ne sont pas forcément habitués soit au langage technique, soit à l'anglicisme, je vous ai créé un petit lexique de l'apprenti crypto trader, il est entièrement gratuit, vous pouvez le télécharger. Pour le récupérer, rien de plus simple. Vous allez sur le lien que j'aurai mis en commentaire épinglé, vous arriverez directement sur ce site, vous rentrez votre email, vous cliquez sur s'inscrire et vous recevrez directement dans votre boîte mail votre petit lexique de l'apprenti crypto trader. Et on passe tout de suite sur le Bitcoin en daily. En daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. J'ai cru comprendre dans les commentaires précédents qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas lire des bougies. Alors je vais vous montrer tout de suite, très rapidement, comment ça fonctionne. On va zoomer un petit peu. Chez moi, le code couleur, je l'ai changé un petit peu. Les bougies haussières sont blanches, les bougies baissières sont bleues, au lieu de vert et rouge. On va prendre cette bougie-là, la bleue, donc c'est une bougie baissière. Comme vous pouvez le constater, il y a un corps de bougie et deux mèches, une au-dessus, une en dessous. Quand la bougie est baissière, le haut du corps de la bougie représente le prix à l'ouverture de la bougie et le bas du corps de la bougie représente le prix à la fermeture de la bougie. Donc là, ce sont des bougies journalières. À l'ouverture, le Bitcoin était à précisément 104 104 $. À la fermeture, il était à 102 787 $. Et les mèches représentent les variations du prix sur ce laps de temps. Donc sur la journée, le prix est monté jusqu'à 105 776 et descendu jusqu'à 100 617. Ça, c'est pour une bougie baissière. Pour une bougie haussière, c'est l'inverse. Donc là, on va prendre cette bougie blanche. Vous voyez que du coup, le prix d'entrée, c'est le bas du corps de la bougie, 106 843. Le prix de fermeture, c'est le haut du corps de la bougie, donc 109 734. Sur ce laps de temps, sur cette journée-là, le prix a oscillé entre 110 686 et 106 203. Voilà comment on lit une bougie. Et donc, pour revenir sur le Bitcoin, on va dézoomer un petit peu. On va repousser cette zone de résistance ici, puisqu'on vient de l'exploser. Et on voit que le Bitcoin, après avoir fortement corrigé, est reparti à la hausse de plus belle et sans quasiment corriger. Vous voyez, on a fait extension, accumulation, extension, accumulation, extension, accumulation, extension. On est encore en train d'accumuler. Alors, c'est vrai que vendredi, on a eu une belle correction. On est passé de quoi? 112 000 $ à 106 000 $. On est descendu de 6 000 $. Rien de catastrophique. Ça fait à peine 5% de correction. Bon, pour moi, on n'a pas vraiment corrigé, hein. Par contre, ça nous a permis de décompresser et respirer un petit peu. Vous voyez, le RSI, il est repassé en zone neutre. On n'est plus en surachat. Donc ça nous donne le jus de remonter encore un peu, quoi. Alors malheureusement, je pense que la correction n'est pas finie. Je pense qu'on va faire plutôt quelque chose comme ça, vous voyez. Donc redescendre peut-être sur les 100 000, juste en dessous de ces liquidités, là, donc sur les alentours des 100 500 $, histoire de travailler cette zone de fair value gap, là. Fair value gap, c'est une zone de déséquilibre, une zone d'imbalance, où le prix, en fait, n'a pas été challengé, c'est-à-dire qu'il n'a fait que monter. Dans l'hypothèse, je pense qu'on pourrait encore revisiter cette zone avant de repartir à la hausse. Après, c'est aussi possible qu'on parte tout droit, hein. On a une telle pression haussière en ce moment que il est aussi possible qu'on continue de monter. Et ça, pourtant, cette hausse, elle n'est pas du tout liée au retail. Il n'y a aucune hype. Tout le monde s'en fout du Bitcoin. Personne. Le Bitcoin vient de dépasser son ETH, il est monté à 112 000 $, et pourtant, tout
le monde s'en fout. Alors pareil, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je vous mets un petit lien en haut à droite, elle est super intéressante, allez la voir, je vous donne mon avis sur pourquoi tout le monde s'en fout. Mais alors, quand le retail va commencer à se réintéresser au Bitcoin, je peux vous dire que là, on va vraiment partir to the moon. Pour l'instant, on est drivé uniquement par les institutionnels, mais aussi par la liquidité mondiale. Vous savez, le courbe qui montrait la corrélation entre le Bitcoin et la liquidité totale mondiale, la M2. Et bien selon cette courbe et la corrélation du Bitcoin avec la liquidité M2, on devrait avoir quelques beaux jours devant nous. Si on regarde l'Ethereum, lui, bah écoutez, il a fait que consolider, alors que le Bitcoin a fait consolidation, extension, consolidation, il est encore un petit peu en train de monter. Lui, l'Ethereum, il est resté sous sa zone de résistance. On est en train de stagner aux alentours des 2500-2600 $. Mais c'est pas plus mal, parce qu'il avait carrément pris 100% là, à partir de son bottom, très peu de temps finalement, hein. En un mois il a fait x2, donc on était en zone extrême de surachat. Donc il était nécessaire effectivement de respirer un petit peu, et il a pas tant respiré que ça, hein. Bon, il est descendu de quoi? De 2700 à 2300, bon, rien de dramatique, mais en même temps, vous voyez du coup, le RSI a bien pu refroidir un petit peu, parce qu'il était sacrément en surchauffe. Donc là, maintenant, ça nous laisse le jus pour repartir et refaire une jambe haussière. Gageons que cette fois-ci, ce soit la bonne. Franchement, si on pouvait ne serait-ce qu'atteindre l'ATH de 2021, ça serait vraiment génial. Alors, évidemment, j'ai des espoirs encore plus grands sur Ethereum. Certains parlent de 8000 $, certains parlent de 10 000 $. Je ne sais pas si j'aurai le courage de garder jusque-là, en tout cas, on pourra dire qu'il sera revenu de loin. Et si on regarde le ratio Ethereum-Bitcoin, bon bah écoutez, exactement pareil, hein. Il était en surachat, il refroidit un petit peu, et bah, histoire de pouvoir reprendre un petit peu de force, hein. Aujourd'hui, il est en train de mettre 2,57% au Bitcoin. Bon, espérons que ça continue, hein. De toute façon, comme je vous ai dit, moi, cette première trend baissière, elle est cassée nettement, très bien, ok. Maintenant, ça serait bien qu'on casse plutôt celle-là, hein. Celle-là qu'on a initiée depuis quoi? 2022, septembre 2022. Il serait temps qu'on la casse. Et alors, la Bitcoin dominance, comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas fait d'ATH, mais on vient de le faire, la Bitcoin dominance continuera de monter. Là, vous l'avez vu, depuis l'ATH, elle est en train de stagner. On pourrait faire encore quelques plus hauts sur le Bitcoin. Et ensuite, effectivement, les liquidités vont se déverser sur l'Ethereum et sur les altcoins. Donc, la Bitcoin dominance baissera. Pour l'instant, tant qu'on est dans ce canal haussier, pas la peine d'aller sur les alts, il vaut mieux attendre une confirmation. Il vaut mieux rentrer dans le train des alts un peu en retard, quand la Bitcoin dominance aura cassé cette trend haussière, plutôt que de rentrer trop tôt et se faire rect, comme ça a été le cas au mois de décembre. Tout le monde s'est dit, ça y est, le Bitcoin dépasse son ATH, il a dépassé les 100 000 $, la liquidité est en train de se déverser sur les alts, ce qui était faux parce qu'elle se déversait autant sur le Bitcoin que sur les alts, et puisque les alts ont des market cap plus petits, et ben forcément la Bitcoin dominance a baissé. Mais c'était un fake out, vous avez vu? On est remonté, on a réintégré le range. On a même eu un sacré pic ici, là, à 64% le 3 février, où c'est pas le Bitcoin qui est monté, non, c'est tout le marché qui a chuté, mais les alts ont chuté tellement fort face au Bitcoin, notamment l'Ethereum, je me rappelle, c'était un lundi. L'Ethereum est descendu brièvement sur les 2000 $. Franchement, j'avais transpiré ce jour-là, hein. Mais depuis, on continue de monter tranquillement, et le Bitcoin monte en force face aux altcoins, particulièrement face à l'Ethereum. Alors, voyez, cette baisse-là correspond justement à l'inverse du ratio Ethereum-Bitcoin, puisque si l'Ethereum, qui représente le deuxième market cap mondial, gagne en puissance contre le Bitcoin, bah forcément la Bitcoin dominance baisse. Donc là, si on inverse la courbe, bah ça donne exactement la petite hausse qu'on a sur le ratio Ethereum-Bitcoin. Et c'était tout pour aujourd'hui. Si t'as aimé cette vidéo, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!